Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux sur place, en chair et en os. Mais j'en profite également pour saluer nos amis qui nous ont rejoints sous forme d'avatar sur Planet of Finance 3D, puisque pour la toute première fois, nos membres qui n'ont pas pu venir ici physiquement peuvent nous suivre en direct, en streaming sur Planet of Finance 3D, en ayant délégué leur avatar pour assister à cette présentation en direct. Voilà, merci à vous d'être très nombreux. J'espère que l'année prochaine, si on réorganise une soirée comme celle-ci, la moitié des gens qui sont dans cette salle ne seront pas ici, mais à Monaco. Vous avez pu voir votre futur domicile sous vos yeux apparaître de manière tout à fait magique. Et tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous passiez quelques années à Monaco dans le cadre de votre activité professionnelle, parce que ce soir, l'idée, c'est de dépasser un petit peu les clichés de la principauté, de vous montrer très concrètement que c'est une terre d'entrepreneurs, qu'aujourd'hui, Monaco essaye d'attirer et attire de nombreux entrepreneurs qui sont jeunes, plus jeunes que moi, qui sont des start-upers, des gens qui ont des ambitions internationales, mais qui pensent que l'écosystème monégasque est très approprié pour le faire. Donc nous aimerions partager un certain nombre d'expériences avec vous. Nous avons évidemment organisé cette soirée en partenariat avec le CFM, qui est un des poumons économiques de la principauté, et qui va vous expliquer comment le wealth management peut être pratiqué au départ de Monaco avec des atouts absolument fantastiques. Donc je les laisserai s'exprimer sur cette thématique. Et j'aimerais juste avant cela faire un ou deux témoignages pour illustrer, si vous voulez, la dynamique de Monaco, puisque certains d'entre vous le savent, j'ai passé pas mal d'années dans le monde de la banque privée en Suisse, et au moment où j'ai décidé de démarrer notre propre incubateur de start-up, la question s'est posée de savoir où est-ce qu'on installait ces sociétés. Et j'ai été invité à parler ou à avoir un entretien avec le ministre de l'économie et des finances, Jean Castellini, à Monaco, et en l'espace d'une demi-heure, lui et les gens que j'ai rencontrés par la suite m'ont convaincu d'installer l'essentiel de nos projets à Monaco, et même de nous y installer nous-mêmes. Pas parce que, si vous voulez, la perspective du beau temps et d'un environnement glamour était suffisante, mais parce que l'appétit, le goût, l'enthousiasme, la curiosité des autorités et de la communauté professionnelle monégasque est tout à fait exemplaire, et certainement très en ligne avec les attentes que des entrepreneurs comme vous et moi avons à l'heure d'aujourd'hui, dans un monde qui est en train de changer de manière absolument radicale. Donc le territoire monégasque et ses composantes économiques sont depuis une dizaine d'années en train d'évoluer de manière drastique sous l'impulsion du prince, sous l'impulsion du gouvernement, en gardant tout le côté glamour de la principauté, mais en insufflant une dynamique économique et innovante absolument spectaculaire. Donc, nous aimerions partager ça avec vous, vous dire que nous l'avons fait, et que par conséquent, vraisemblablement, certains d'entre vous pourraient le faire pour eux-mêmes et pour leurs clients. Et je vous donne une autre illustration qui ne nous concerne pas particulièrement, mais qui concerne, on va dire, le volontarisme et puis l'audace de la principauté, et pour une problématique qui nous concerne aussi en Suisse. Sur Monaco, on a 50 000 véhicules qui rentrent quotidiennement depuis la France pour venir travailler sur 2 km². Donc tout est bien à Monaco, sauf que à 9 h du matin, tout est bloqué, alors que les infrastructures sont rutilantes et flambant neuves. Donc une des solutions est le télétravail, et évidemment faire télétravailler des résidents français pour des entreprises monégasques était un problème majeur si on ne voulait pas tomber sous le coup de la loi du travail en France. Et donc Monaco a négocié avec la France, en l'espace de quelques années, la possibilité pour des travailleurs établis dans la couronne autour de Monaco, la possibilité de travailler 66% de leur temps depuis leur domicile, alors qu'ils sont employés par des sociétés monégasques, sans tomber sous le coup de la loi du travail française. Du coup, cela ouvre, non seulement ça libère des espaces sur Monaco, ça réduit le coût du mètre carré sur Monaco, ça libère les infrastructures, et
je dirais, ça recrée un élan de dynamique pour les entreprises monégasques. Mais pour ça, évidemment, il faut aussi des relais au niveau des prestations. C'est la raison pour laquelle on nous a invités à nous installer là, parce qu'on a une société qui s'appelle Workcocoon, qui elle-même commercialise un logiciel pour le télétravail. Mais ce ne serait absolument impossible si le gouvernement n'avait pas pris les devants et créé un contexte favorable à l'implantation du télétravail. Imaginez qu'on puisse faire la même chose en Suisse, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai soufflé à M. Baudet il n'y a pas très longtemps, pour essayer de créer, en fait, d'utiliser ce précédent pour alléger en fait les infrastructures suisses, parce qu'on a 400 000 frontaliers qui quotidiennement rentrent en Suisse et engorgent les infrastructures. Bon, tout ça sont des choses que eux réalisent, et une fois qu'elles sont réalisées, les entrepreneurs que nous sommes peuvent venir et développer leur projet. Voilà, deux petits témoignages sur la dynamique monégasque. Je vais donc passer la parole maintenant à Nicolas, qui lui va présenter nos invités et nos partenaires CFM, qui sont parmi nos plus importants partenaires sur Planet of Finance. Merci à toutes et à tous. Voilà, merci beaucoup Olivier. Merci pour ces mots d'immigré, puisque Olivier est aujourd'hui un immigré à Monaco. On va passer maintenant au témoignage des autochtones. Et je crois que c'est pour ça que vous êtes tous venus. Donc c'est vrai que pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que c'est une soirée un peu particulière pour moi, puisque je suis monégasque. Et ça fait un petit moment que j'ai quitté la principauté. Donc j'ai toujours voulu essayer de trouver un moyen de mettre la principauté en avant en Suisse, ou dans les différents pays où on a pu voyager. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir avec nous des acteurs principaux de la place financière monégasque, notamment la première banque monégasque, qui est le CFM Indo-Suez, et deux représentants d'entre eux qui vont venir nous rejoindre. Et on a également un senior partner de KPMG qui est là. Je ne vais pas présenter KPMG, je pense que vous savez tous ce que c'est. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai pris des notes pour présenter nos intervenants. Alors, je vous prie d'accueillir Natalia Ricciarté, qui a fait toutes ses études à Genève, et qui a développé une très forte expertise dans les services pour les gérants indépendants. Donc elle est là pour vous si vous n'aviez pas compris. Et qui a travaillé depuis 22 ans au sein de différentes banques. Et d'abord en Suisse, pendant 15 ans chez UBS, Julius Baer, 7 ans à Monaco chez Edmond Rothschild, puis évidemment CFM Indo-Suez depuis 2016. Je vous présente également Stéphane Garino. Eh non j'ai fait une petite... voilà. Stéphane Garino, expert comptable, commissaire aux comptes, senior partner de KPMG, qui est un cabinet de 100 collaborateurs et 6 associés à Monaco, qui offre tous les services d'audit et de conseil que vous connaissez, et qui travaille à 60% pour le secteur financier, installé à Monaco depuis 45 ans. Et last but not least, 34 ans dans le milieu bancaire, c'est-à-dire plus d'expérience que je n'ai passé sur cette terre. Toute une vie, donc. 8 ans en France, 4 ans en tant que corporate banker chez Paribas, 4 ans comme banquier privé chez Neuflich, Schlumberger et Mallet, et 26 ans à Monaco, 10 ans directeur commercial de Barclays, 5 ans directeur général de Gothard, 4 ans directeur général de la Banque Safra, et 7 ans directeur du développement et membre du comité exécutif du CFM, Monsieur Yves Bracalanti. Vous pouvez. Alors, on a un petit peu changé le format. De cet événement ce soir. On a décidé de faire un panel, comme ça vous allez pouvoir peut-être interagir plus facilement, mais également voilà, partager avec nos invités de manière plus casual. Donc, première question que je poserai peut-être à Yves. Donc, pourquoi, et pourriez-vous nous expliquer pourquoi la population de Monaco grandit chaque année? Qu'est-ce que la principauté a que les autres places n'ont pas? Oui, bonsoir. Qu'est-ce que la population a que les autres, qu'est-ce que Monaco a que les autres lieux n'ont pas? Je vais peut-être inverser
La question, pour juste recadrer et préciser ce qui est enlever certaines choses qui sont peut-être fausses, Monaco, c'est un pays indépendant, c'est un pays prospère, indépendant depuis... C'est un régime politique qui a 700 ans de vie et de stabilité, qui est membre de l'ONU depuis 1993, qui est membre du Conseil de l'Europe depuis 2004. Donc c'est un pays complètement intégré dans l'Europe sans être dans la communauté européenne. C'est un pays qui a un PIB qui évolue tout le temps. L'année dernière, il a fait plus 5%, l'Europe moins de 2%, le monde moins de 3%. Donc c'est un pays qui est toujours en croissance. C'est une économie que je qualifierais de diversifiée, de bien diversifiée, finance, sciences, commercial, hôtellerie, commerce international, qui jouit d'une population de résidents internationaux très fortunés. Nous avons 38 000 résidents qui ne sont pas monégasques, 119 nationalités. Donc c'est important. Un État prospère, riche, sans dette, avec de gros actifs, ce qui est rare. Une offre de services bancaires performants, globalement sur la place, et un cadre juridique et fiscal attractif. Ça, c'est les premiers éléments qui font que dans une réflexion, on pourrait, je dirais, penser à Monaco. D'un point de vue, si on descend un petit peu plus dans le détail, nous n'avons pas d'impôt sur les personnes physiques, ni sur les revenus, ni sur les plus-values, ni sur la fortune. Une imposition sur les bénéfices assez limitée, des droits de succession ou de donation faibles, voire nuls, un niveau de sécurité des personnes assez exceptionnel et des biens, un gros dynamisme dans les investissements. Vous a montré le dernier projet, mais il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. Une grosse activité, je dirais, sportive, culturelle, et un très haut niveau de prestations sur la santé et sur la scolarité des enfants. Donc en vérité, c'est pour ça que j'ai dit tout ça, pour dire pourquoi venir à Monaco, parce que quand vous êtes une famille ou une personne qui pense à se délocaliser pour trouver un endroit qui lui paraîtrait opportun, on est très vite dans la shortlist avec Londres et la Suisse. Voilà à peu près ce que je peux dire. Merci beaucoup Yves pour toutes ces informations. Stéphane, peut-être un peu plus en détail sur... Vous pouvez nous donner peut-être les facteurs clés de réussite de la principauté? Effectivement. On vient sur les méthodes anciennes. Donc effectivement, je pense que vous avez... Bon, on parle souvent de fiscalité, de cadre de vie. C'est un des points clés de la principauté de Monaco. On va dire qu'au cours des 5 dernières années, on a le prince souverain qui est en place depuis un peu plus que ça, mais depuis les 5 dernières années, il a pris des décisions qui ont été très très importantes pour la principauté de Monaco. Il a voulu que la principauté de Monaco devienne une place transparente, soit sortie des blacklists, devienne un petit peu aussi un modèle dans le domaine financier. Grâce à cette décision, bien entendu, tous les anciens... J'étais jeune, retourné moi aussi après 10 ans, passé à l'étranger, jeune monégasque, retourné dans mon pays, mais les anciens avaient la même crainte. On se disait, qu'est-ce qui va se passer pour Monaco? Et avec un peu de recul aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? C'est que ça a renforcé considérablement la notion de résidence. La résidence en principauté de Monaco a pris beaucoup plus de valeur. Et aujourd'hui, cet afflux de nouvelles résidences et confirme finalement cette tendance. Les personnes qui avaient peut-être à l'époque juste un compte en banque ou un appartement à Monaco sans y vivre réellement, viennent vivre en principauté de Monaco. La prise de résidence à Monaco, c'est un événement peut-être significatif dans le choix, mais ensuite la mise en œuvre est très simple. Il suffit d'avoir un logement, acheté, loué. Effectivement, les coûts sont peut-être un peu plus importants qu'ailleurs, mais comparé à l'impôt qui peut être payé dans certains pays, l'économie est ressentie. Un logement et l'attestation d'une banque renommée telle que CFM Indo-Suez, une attestation bancaire. Suite à ça, vous avez simplement un rendez-vous auprès de la sûreté publique à organiser et vous devenez résident en principauté de Monaco. Donc on pourrait imaginer un processus beaucoup plus long, beaucoup plus complexe et beaucoup plus restrictif. Ce n'est pas le cas. Une fois que vous êtes en principauté de Monaco, et beaucoup de clients aujourd'hui le demandent, souhaitent avoir de la substance aussi.
outre faire déménager bien entendu la famille, les clients souhaitent créer des sociétés. Donc le processus de création de société est aussi un processus assez simplifié, puisqu'en principauté de Monaco, toute société doit passer par un processus d'autorisation qui prend, on va dire, 2 petits mois. Voilà. Donc c'est un processus qui peut être une contrainte pour certaines personnes, mais on va dire dans certains pays on ouvre en 48 heures. La principauté de Monaco n'a jamais été une place offshore. On n'a jamais souhaité créer des sociétés pour créer des sociétés. Le principal revenu de l'État monégasque provient de la TVA. 48% des revenus de l'année dernière, 1,2 milliard, je crois, le budget, 48% proviennent de la TVA. Ce que veut la principauté, c'est d'avoir des résidents, des gens qui consomment à Monaco, des gens qui créent des entreprises, qui gagnent de l'argent grâce à ces entreprises et qui consomment en principauté de Monaco. Ça représente 50%. 13% ou 15%, on va dire, des revenus proviennent des transactions immobilières. Alors, effectivement, la taxation est faible, mais bon, il y a déjà la TVA et les transactions immobilières. Là aussi, l'impact des droits d'enregistrement sur une transaction immobilière comparé aux plus-values potentielles qui ne sont pas imposées reste quand même non significatif. Donc l'État monégasque, grâce à ce mode de fonctionnement avec des résidents qui prennent leur résidence, des entreprises créées, ont engendré un processus qui est extrêmement bénéfique. Nous sommes un État qui n'a pas de dette, qui a plus de, je crois, 4 années de réserve budgétaire. Donc ce système permet à la principauté de Monaco d'être fort dans le monde. Le CRS et les accords qui ont été signés aussi ont permis encore une fois de renforcer sa place dans le monde. Donc une fois que vous avez pris la décision de vous installer à Monaco et pris la décision de créer une entreprise en principauté de Monaco, comme le précisaient nos amis du CFM Anneau-Suez, la fiscalité des entreprises reste assez faible. On est, on va dire, sur un taux effectif d'à peu près 10%. Ce qui fait que c'est le seul impôt qu'une entreprise va payer. Les dirigeants principaux, qui sont en général pas salariés, sont administrateurs délégués ou gérants de leur société, n'ont pas d'impôt sur le revenu et n'ont pas d'impôt prélevé, bien entendu, sur les rémunérations qu'ils vont se verser. Donc, on a eu une tendance au cours des dernières années de voir, par exemple, des gestionnaires de fonds hedge fund en général, qui se sont relocalisés de Londres à Monaco, et ils ont utilisé au maximum le bénéfice de ce système-là en prenant leur résidence, la société de gestion principauté de Monaco, avec un niveau d'imposition relativement faible, on va dire, comme je disais, 10% effectif, et plus aucun impôt sur leurs propres revenus, d'autant plus que les fonds sont enregistrés au Caïman, donc le système était plutôt vertueux et optimisé fiscalement en toute transparence et sans aucune discussion. On reviendra un petit peu plus tard sur les aspects des échanges d'informations et de la réglementation européenne, mais effectivement, je voulais insister aujourd'hui sur ce cercle vertueux qui est complètement transparent, sur un territoire certes tout petit, c'est ce qui fait l'attractivité de Monaco, les gens se battent pour venir s'y installer, mais une fois qu'on a goûté au plaisir de ne plus avoir de déclaration fiscale annuelle à faire, même si on est surpris la première année, très souvent les clients me posent la question, bon, mais qu'est-ce que je dois déclarer, désolé, absolument rien. Effectivement, vous avez votre loyer à payer tous les mois, parfois ça fait un peu bizarre, mais vu les montants, mais à part ça, effectivement, les clients se retrouvent avec une pression fiscale qui est très, 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 très faible. Voilà, donc on a pour vos métiers aussi la chance aujourd'hui d'accueillir beaucoup, beaucoup de grandes familles. Je crois que je reçois des Saoudiens, des pays du Moyen-Orient, des représentants du Moyen-Orient régulièrement, de tous les pays du monde, un peu d'Asie, ça commence. Les personnes ayant compris la stabilité de la principauté de Monaco ont vu leur intérêt à investir en principauté de Monaco et relocaliser une partie de leur famille ou de leurs équipes. On a eu une grosse vague de clientèle grecque aussi, qui, eux, ayant des structurations souvent offshore, ont besoin de trouver une localisation ou poser de la substance dans un pays à faible fiscalité. Donc ils ont relocalisé, par exemple, les équipes de management de leur structure offshore, dans le domaine du shipping, bien entendu. Donc là aussi, vous avez, en tant que tiers gérant, la possibilité d'avoir accès à une grosse clientèle fortunée qui est de plus en plus présente. Et quand vous voyez les projets tels que celui de l'extension en mer, on peut imaginer que
la tendance va continuer. Voilà, donc on peut fortement remercier le souverain, le prince Albert II, qui est vraiment à l'initiateur de cette démarche. Monaco est aujourd'hui un pays plus que souverain et très bien installé sur la place économique mondiale. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations préliminaires. On a parlé un petit peu de la place de Monaco dans le monde. C'est vrai que même moi en tant que monégasque, j'ai jamais réellement compris Monaco, est-ce que c'est dans l'Union Européenne, est-ce que c'est pas dans l'Union Européenne. Alors la seule fois où je l'ai bien compris, c'est quand j'ai essayé d'obtenir un permis de travail en Suisse, où ça m'a pris près de 4 mois, parce que visiblement on ne fait pas partie de l'Union Européenne. Alors peut-être Stéphane, vous pouvez nous raconter un petit peu quelle est la place de Monaco dans l'Union Européenne aujourd'hui, et est-ce qu'il y a des accords qui sont en train d'être négociés et pourquoi ? Effectivement, c'est toujours une question, en tout cas pour les personnes qui ne connaissent pas Monaco, c'est toujours difficile de se dire, tiens, il y a ce tout petit territoire enclavé, même au sein du territoire français, mais qui n'est pas du tout intégré à l'Union Européenne. Alors Monaco a signé un accord pour rentrer au sein du Conseil de l'Europe, mais qui n'a rien à voir avec l'Union Européenne. Donc Monaco ne fait pas partie de l'Union Européenne et n'a absolument pas l'intention de le devenir. La principauté, par contre, a décidé, le prince a décidé d'initier des discussions avec l'Union européenne pour être un partenaire privilégié, comme le sera probablement l'Angleterre dans quelques années, ou d'autres micro-États tels que San Marin ou Andorre. Je pense que c'est la volonté aussi de l'Europe d'être en mesure d'avoir des accords de partenariat privilégiés avec ces territoires. Mais la principauté de Monaco ne sera jamais directement un État de l'Union européenne, ce qui renforcera encore plus notre souveraineté. Donc, par rapport à la relation avec l'Europe, on a toujours une relation indirecte. Effectivement, Monaco a eu des accords avec la France depuis de très nombreuses années sur le plan douanier. Et Monaco est sur le même territoire douanier que la France, ce qui nous permet de, par exemple, bénéficier du régime de TVA européen. Donc la TVA à Monaco est à 20%, là aussi pour éviter de créer de la concurrence déloyale. Donc on a le même taux de TVA que la France. Alors c'est vrai que quand les gouvernements français décident d'augmenter d'1 point, 2 points la TVA, la principauté de Monaco voit toujours ça avec un œil très, très intéressé, puisque c'est un impact direct sur le budget de l'État monégasque. Donc on est dans le système européen TVA intracommunautaire, ce qui est très avantageux pour les entreprises installées en principauté de Monaco. On a donc le même territoire douanier, ce qui fait que les imports-exports passent comme si vous vouliez importer des produits en France. Mais ensuite, pour le reste, on est indépendant. Alors, on a une petite particularité dans le secteur financier, le secteur qui vous concerne. On est complètement indépendant et souverain sur la lutte contre le blanchiment. On a un organisme, un régulateur qui s'appelle le SICFIN. En France, il s'appelle le TRACFIN. En Suisse, probablement indépendant aussi. Donc on a la FINMA. Alors effectivement, pour Monaco, c'est un régulateur vraiment indépendant. Il ne traite que des sujets de la lutte contre le financement du terrorisme et du blanchiment. On a le régulateur des activités financières, des services d'investissement, donc c'est les activités dans lesquelles vous exercez, qui s'appelle la Commission de contrôle des activités financières. C'est un régulateur monégasque, indépendant. On a la CCIN, qui est la Commission de contrôle des informations nominatives, qui est le régulateur de tout ce qui est protection de l'information nominative. En France, ça s'appelle la CNIL. Donc ce sont des sujets très importants en ce moment. Et on a donc cette toute petite particularité pour les établissements bancaires uniquement, où à Monaco, la principauté n'ayant pas les moyens de mettre en place un régulateur bancaire ou une banque centrale ou tout un système de contrôle des établissements bancaires, pour leur permettre d'avoir une portée européenne ou internationale, depuis très longtemps, les banques monégasques sont agréé aussi par la CPR, donc le régulateur français. Mais son rôle est extrêmement limité, puisqu'on lui enlève toutes les compétences anti-blanchiment, services d'investissement. Donc le rôle de la CPR est de ne réguler que la partie des établissements de crédit.
Donc, et d'autant plus que la plupart des établissements de crédit monégasque sont des filiales de grands groupes européens ou suisses. Alors, merci beaucoup Stéphane pour ces informations un peu plus globales. Si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, quelles sont les évolutions réglementaires à attendre à Monaco? Je pense que ce qui intéresse l'audience ce soir, c'est surtout la partie MiFID II, la partie échange d'informations ou la partie cross-border. Alors, pour faire la partie la plus simple, pour commencer, le CRS, donc tout le monde connaît les accords avec l'OCDE sur les échanges automatiques d'informations. Donc la principauté, depuis l'origine, a signé des accords d'échange sur demande pour sortir des fameuses blacklists. En mars 2015, la principauté ensuite a signé avec l'Italie un premier accord bilatéral, toujours d'échange d'informations, alors qu'elle s'y était toujours refusée, en vue bien entendu donc de la signature et de l'adoption de l'échange multilatéral depuis décembre 2016. En même temps, donc, la principauté a signé un accord bilatéral avec l'Europe, ce qui fait que pour les pays européens, à partir de janvier 2017, les comptes des personnes non résidentes, j'insiste bien, des personnes non résidentes, des personnes européennes, seront reportés dans le cadre du Common Reporting Standard en 2018. Donc là, on est pour les résidents européens ayant un compte ouvert à Monaco. Je disais tout à l'heure que la résidence a été renforcée et l'afflux a été constaté parce que, effectivement, si vous êtes résident en principauté de Monaco, finalement, vous n'êtes pas du tout reporté à quelque pays que ce soit, l'Europe pour l'instant et tout autre pays dans le futur. À ce jour, l'accord bilatéral, par exemple, avec la Suisse n'est toujours pas signé. Donc on ne voit pas avant 2018 des échanges d'informations et il faudra les imaginer à partir de 2019. Donc la principauté de Monaco a toujours été un peu attentiste sur ces sujets-là, tout en n'étant pas trop non plus en retard, pour permettre de garder son avantage concurrentiel. Donc je vous répète, à partir de 2018, les échanges d'informations vont commencer. Et petite anecdote aussi, c'est que Monaco va commencer à recevoir de l'information en fiscale de personnes étrangères, on va dire de monégasques ou de résidents monégasques ayant leur compte à l'étranger, chose que la principauté n'a jamais eue à ce jour, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les revenus, aucune déclaration à faire. Donc les services fiscaux monégasques vont commencer à recevoir une information qui, a priori, pour l'instant, n'a pas d'intérêt d'être exploitée. Mais ça sera tout nouveau pour la principauté de Monaco. Sur les sujets plus réglementaires bancaires et qui vous concernent, les activités de gestion, MiFID est un texte européen qui, pour l'instant, n'est pas applicable en principauté de Monaco. MiFID 2 donc, n'a pas été transposé, contrairement à la Suisse où une transposition un peu spécifique a été définie. En tout cas, une loi spécifique a été définie comparable à MiFID. La principauté n'a pas opté pour cette solution pour l'instant. Donc la principauté de Monaco sera un pays tiers le 3 janvier 2018, pays tiers dans le cadre des activités de services d'investissement. Et tous les établissements bancaires de la place aujourd'hui se posent la question sur l'implémentation ou comment devenir MiFID compliant, sachant que, quoi qu'il en soit, l'État restera pays tiers, donc les services d'investissement proposés seront à faire en fonction, bien entendu, de la résidence des clients. Donc aujourd'hui, la principauté de Monaco, on a parlé d'EMIR aussi en termes de réglementation. EMIR est applicable en principauté de Monaco avec des textes qui sont petit à petit transcrits dans les lois monégasques, mais tout ça avec toujours un petit peu de délai, puisque la principauté de Monaco regarde l'opportunité pour le pays avant d'imposer quoi que ce soit à ses résidents. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations. Vous avez vu qu'on est parti vraiment du plus général, du plus global, la place de Monaco dans le monde. On est passé à l'Europe. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on rentre plus concrètement dans le vif du sujet et je me tourne vers Natalia. Natalia, voilà, je pense que la plupart des gens qui sont ici dans cette salle, ce sont des gérants indépendants. Donc imaginons, voilà, je suis gérant indépendant suisse, je souhaite booker des clients à Monaco. Comment ? Et pourquoi? Tout simplement. Alors, comment?
il faut ouvrir une convention avec nous. On a la convention signée comme en Suisse, pareil. Et vous pouvez gérer depuis ici, avec une procuration limitée. Voilà. Yves? Comment, Yves? Alors, moi, je dirais d'abord pourquoi, avant de dire comment, parce que c'est toujours pourquoi le faire, et après on verra comment le faire. Écoutez, vous êtes amenés à le faire. Nos clients qui sont en Suisse sont amenés à le faire chez nous. D'abord parce qu'ils sont dans une recherche de diversification. S'il n'y a pas ce souci-là de la part du gérant de fortune indépendant ou de leurs clients, effectivement, vous avez un niveau bancaire en Suisse qui est largement suffisant pour faire vos activités. Mais dès que vous cherchez une diversification de places, dès que vous cherchez des places avec une qualité d'institution vraie, dès que vous cherchez une stabilité pour vos relations, les banques qui y sont, vos partenariats et pour les clients, avec une proximité, je dirais, géographique, de langue, de culture, vraiment, et de transport qui est la plus proche possible, un niveau de compétence des institutions bancaires, pas seulement de la mienne, mais de celles qui sont sur la place, la mienne étant bien sûr la meilleure de toutes, mais ceci mis à part. Donc tout ça, vous êtes là aussi dans les choix des possibles, et quand vous comparez à d'autres places où vous pourriez booker des clients, vous avez, je pense, d'autres opportunités ailleurs, mais une grande quantité d'avantages relatifs qui me paraît intéressant. Donc voilà. Enfin, pour revenir sur le sujet précédent, si certains de vos clients pensent à s'installer, effectivement, la première relation bancaire pour ce qui est des attestations, de tout ça, c'est assez naturel de commencer par ouvrir des comptes. Voilà. Merci beaucoup. Comment? Je vais demander à Natalia de tout vous expliquer. J'ai le plaisir de diriger une équipe de 7 experts multilingues à Monaco, avec un service similaire comme en Suisse. Nous sommes exclusivement dédiés pour les gestions de fortune, uniquement, car contrairement à Monaco, il y a 80% des banques qui sont un peu avec la clientèle privée, plus société de gestion. Nous, on fait seulement, exclusivement pour les gérants de fortune. Voilà, on offre plusieurs services haut de gamme. Nous avons un accès direct avec notre salle des marchés. Vous pouvez passer vos ordres ou conseils d'investissement. Nous proposons aussi plusieurs contrats de partenariat. Voilà. À propos, il y a déjà 7 ans que je suis partie de Genève pour m'installer à Monaco. J'ai eu la chance de pouvoir installer quelques sociétés suisses dont elles exercent encore à Monaco, et je pense qu'ils sont toujours contents d'y être. Voilà. Si vous avez des questions, nous sommes là. Il y a mes 2 collègues aussi de Monaco qui sont là, qui peuvent répondre à vos questions. Voilà. Voilà, merci beaucoup Natalia. Peut-être une dernière question à Stéphane, avant de passer aux questions-réponses. Je suis un individu, je veux m'installer à Monaco. Concrètement, encore une fois, là, pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les différents steps à faire pour y arriver? Effectivement, donc on va dire un individu qui souhaite aussi créer peut-être une société de gestion à Monaco. La première démarche, c'est de prendre sa résidence. On a parlé tout à l'heure, donc avoir un logement et avoir son attestation bancaire pour pouvoir avoir le rendez-vous avec la sûreté publique et obtenir sa carte de résident. Une fois, et c'est un processus qui prend, on va dire, 2 mois, 2-3 mois, un grand maximum. Une fois que vous avez obtenu votre résidence, vous pouvez initier la constitution d'une société de gestion, en obtenant l'agrément auprès de la Commission de contrôle des activités financières, le régulateur, donc la CCAF. Et ce processus est aussi un processus assez rapide, on va dire 3 mois, pour avoir les agréments et la constitution de la société. C'est un processus assez classique que vous avez probablement déjà vécu en Suisse. Il faut bien entendu démontrer toutes les compétences nécessaires pour faire une société de gestion en Principauté de Monaco. Vous avez 5 agréments possibles: la gestion discrétionnaire, la gestion conseil, la réception de transmission d'ordre, la gestion de fonds monégasques ou la gestion de fonds étrangers.
Vous pouvez demander les 5 licences, une d'entre elles, celle que vous souhaitez. Bien entendu, les conditions de substance, les conditions d'organisation seront différentes en fonction de si vous faites de la gestion discrétionnaire ou juste de la gestion conseil. En général, on peut commencer une société en Principauté de Monaco avec 3 personnes équivalentes temps plein. Qu'on soit administrateur délégué, salarié, peu importe, il faut 3 équivalents temps plein pour commencer une activité en Principauté avec une couche sur une de ces 3 personnes, compliance, puisque c'est un point très, très, très important. Donc vous commencez une activité en Principauté avec, je vous répète, 3 personnes, des locaux et des actifs sous gestion que vous commencez à gérer. Les frais ensuite de fonctionnement d'une société en Principauté de Monaco sont les mêmes que dans tout autre pays. La petite différence, c'est peut-être le loyer pour les locaux. Et encore, on a la chance d'avoir tout un parc industriel. Oui, il y avait effectivement un parc industriel en Principauté de Monaco qui disparaît. Donc, c'est peut-être pas une chance pour l'État, puisqu'il y avait énormément d'employés, mais ce parc industriel est maintenant remplacé par des bureaux. En l'occurrence, pour reprendre ce que disait Olivier Colombin tout à l'heure, Monaco vient d'installer une Monaco Tech, qui est un incubateur sur un peu moins de 1000 mètres carrés, que vous pouvez trouver sur Internet, Monaco Tech, pour avoir plus de renseignements. Et donc, ces structures industrielles sont en train d'être transformées en bureaux. Et beaucoup de constructions. Alors malheureusement, c'est vrai que c'est la critique que l'on va recevoir en ce moment. Si vous venez à Monaco, il y a beaucoup de travaux. Mais c'est pour le bien de Monaco. Je crois qu'on en est tous conscients. Il y a quelques tours qui sont en train de se construire pour accueillir encore plus de résidents. Et dans ces tours et dans tous les nouveaux projets, il y a des bureaux qui sont créés. Donc une fois que vous avez votre bureau, ben, il faut, voilà, vous avez votre Bloomberg, votre système informatique, vous allez retrouver exactement les mêmes coûts que vous avez dans une société ensuite. Sur le plan social, trouver du personnel, c'est quelque chose d'assez aussi facile, multilingue. Les personnes, vous les trouvez on va dire, de Cannes jusqu'à un peu plus, jusqu'à San Remo. Donc des personnes parlant couramment italien, couramment anglais, couramment français, bien entendu. Beaucoup d'étrangers, des Grecs aussi. Donc vous avez la possibilité de toucher une clientèle très large, avec des ressources humaines disponibles, présentes en Principauté de Monaco. Merci beaucoup Stéphane. Yves, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Merci. Je vous laisse convaincre notre audience. Pourquoi est-ce que je viendrai au CFM? C'est ma banque, hein, si jamais. Pourquoi est-ce que je viendrai au CFM, soit pour mes clients, soit ouvrir un compte moi individuellement? Allez-y. Je pense qu'aujourd'hui, on choisit une banque pour quelques raisons, je dirais, primaires et de base. La qualité de la banque, la solidité de la banque, la pérennité de la banque et la qualité de ses prestations. Alors, le CFM Indo-Suez Wealth Management à Monaco est une très très vieille maison, puisqu'elle a depuis 1922. La qualité de son actionnariat, je le précise pour ceux qui ne sauraient pas, c'est 70% le groupe Crédit Agricole, 30% des actionnaires monégasques, qui est aussi un gage de stabilité et de pérennité sur la place. La qualité du groupe Crédit Agricole, je ne vais pas vous faire l'offense de vous dire le bilan, la taille du bilan, un des premiers groupes européens, parmi les 10 premiers groupes mondiaux. Donc ça, c'est pour la qualité du bilan. Que vous dire les prestations. Bon, moi, je pourrais vous dire, en plaisantant, nous sommes la plus belle banque, je ne vais peut-être pas le dire, parce que j'ai pris des notes. Je vais peut-être vous dire ce que disent, je dirais, les auditeurs. Si je prends les Euromoney Private Banking, l'étude de 2015, ils nous classifient première salle des marchés de la Principauté, première banque pour la clientèle high net worth, première banque pour la gestion d'actifs, première banque pour les services de banque commerciale. Je tiens à préciser ça parce qu'au départ, ce n'est pas peut-être votre préoccupation première, mais sachez que 2 entreprises sur 3 sont nos clients. Nous sommes le premier établissement bancaire en taille, 7 unités bancaires, 400 collaborateurs. Par rapport à la Suisse, c'est petit, mais pour Monaco, c'est très grand. Nous avons une contribution importante à l'économie monégasque. Nous sommes très fortement impliqués dans tout ce qui est mécénat, de par notre actionnariat, très fortement impliqués dans la vie. En plus de cela, et en plus des services complètement dédiés
pour les gérants de fortune indépendants, nous avons d'autres activités. Parce qu'un client, votre client, vous, va demander sans doute d'autres choses que la simple gestion de fortune. Peut-être un financement en France, ce qui vous permettra de ne pas perdre des actifs. Nous avons le droit, et nous le faisons vraiment de manière forte, prendre des hypothèques en France, faire des financements, faire des back-to-back, faire des mixtes, ainsi de suite. Nous avons aussi le droit, c'est très basique, pas le droit, mais la possibilité de faire de la prestation de tous les jours pour un client qui a une villa à Saint-Tropez et qui n'est pas obligé d'expliquer à la banque locale de Saint-Tropez pourquoi la villa appartient à une structure, qu'elle même appartient à un trust. Quand vous arrivez dans la banque du coin de la rue, ça c'est très dur à expliquer. Nous offrons tous les services de prestation, de paiement, de CEPA, de prélèvement, tout ce qui fait la vie d'un compte et qui est souvent géré par le personnel de maison de ces gens-là. Donc je dirais un gros réseau pour le groupe Indo-Suez, une grande force locale, une stabilité, une pérennité, des bons classements. Nous sommes la première banque pour les gérants de fortune indépendants étrangers en principauté et aussi la première banque pour ceux qui y sont. Voilà, donc voilà. Ça fait longtemps qu'on a investi dessus. On a une très belle salle des marchés, la plus belle de Monaco, la plus grande, et qui traite tous les produits, toutes les options. Je le dis sans aucune flagornerie, parce que quand j'ai dirigé d'autres maisons dans celle-là, je l'avais en ligne de mire, cette salle des marchés, pour la doubler. Et comme je ne suis pas arrivé, j'y étais. Voilà. Mais c'est vrai, je le dis sans aucune... Merci, ça donne envie d'aller vous visiter en tout cas. Merci beaucoup Natalia, Yves, Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions ?